Notre troisième table ronde de la matinée sur les infrastructures et l'énergie. Donc, j'invite Dorine Cornet, qui est dans la salle, référente transport et mobilité à l'ADEME, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Dorine. Rémi Costantino, directeur général adjoint du Grand Port Maritime de Marseille-Fos, chargé des grands projets. Karim Touati, directeur territorial de la SNCF Réseau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-Éric Perruchon, responsable du service prospective à la direction interdépartementale des routes de Méditerranée. Non, c'est moi, Madame Loyal, qui reste au pupitre. Dorine, quel est le positionnement, justement, on parlait de vous, vous avez entendu ? J'ai entendu. Quel est le positionnement de l'ADEME vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique dans le secteur des transports et de la mobilité ? Vaste question. Oui, merci. J'avais préparé un tout petit PowerPoint, si c'est possible. Il arrive. Ah oui, si, merci beaucoup. Il est en route. Eh ben, merci. Ah oui, pour passer, c'est moi qui peux le faire avec ça ou pas ? Oui. Ah ouais, super. Et merci pour cette question qui fait un petit focus, on va dire, sur l'un des axes, on va dire, de la planification écologique, qui est celui de l'adaptation et qui est souvent un peu le parent pauvre, un peu l'oublié parfois. Donc, alors, pour répondre à cette question, comment l'ADEME a traité cette question de l'adaptation au changement climatique ? On est parti des 4 scénarios de transition 2050 qui ont été imaginés par l'ADEME il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Pour ceux qui ne les connaissent pas, en fait, ce sont des scénarios, des fictions qui posent un certain nombre d'hypothèses sur les évolutions des usages, sur les technologies, sur la gouvernance également à venir. Qui en fait permettent d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, telle que dessinée par la stratégie nationale bas carbone, et ce pour respecter nos engagements climatiques de limitation de la hausse des températures à 2100 en dessous de la barre des 2 degrés. Alors pour le faire schématiquement, ces scénarios, comment ils sont dessinés, en fait on a contrasté donc un certain nombre de... Oui. Ah oui, merci, ouais. Ok, c'est plus facile, effectivement, ouais. Et oui, alors, globalement, pour le dessiner un peu schématiquement, plus on s'en va vers le scénario 1 et plus on fait des paris sur la sobriété et la frugalité dans nos usages pour pouvoir atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, et plus on s'en va vers le scénario 5 et plus on fait des paris plutôt sur les innovations technologiques. Dans le domaine du transport et de la mobilité, globalement, ça se traduit par, pour le scénario 1 et 2, des paris sur la demande de transport, le report modal ou le taux de remplissage pour faire objet de leviers d'action pour décarboner au maximum le secteur du transport et de la mobilité. Alors que pour le scénario 3 et 4, on va plutôt activer les leviers de l'efficacité énergétique et de l'intensité carbone. Donc après, partant donc de ces scénarios, l'ADEME s'est attelée à faire un peu l'état des lieux des impacts directs et des impacts indirects qui pourraient affecter le secteur du transport et de la mobilité, qui sont liés au changement climatique. Donc là, voilà, il y a un petit état des lieux que je ne vais pas décrire parce que je vais être trop longue sinon. Et après, on a croisé ces données, l'ensemble de ces données qui ont été récoltées avec les 5 leviers d'action qui ont été présentés aussi précédemment dans les interventions précédentes, je veux dire. Et ce pour en fait un peu estimer les conséquences que pourraient avoir tous ces impacts sur les scénarios qui ont été dessinés, et puis ainsi pour aussi pouvoir apprécier quel était le scénario qui présentait les meilleures capacités, enfin qui nous permettait de nous doter des meilleures capacités d'adaptation au changement climatique. Et grâce à cette slide, en fait, on voit que c'est le scénario 2 qui nous permet de nous doter des meilleures capacités d'adaptation au changement climatique à l'avenir et à 2050,
pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, que je souhaiterais d'abord mettre en évidence, qui sont les plus importantes, c'est lié au fait que dans ces scénarios, donc on fait des paris plutôt sur la sobriété, la frugalité dans les usages, et ce sont des données qui sont plus facilement maîtrisables comparativement aux innovations technologiques où on n'a pas forcément la mesure encore actuellement sur la difficulté à pouvoir contrôler les aléas qui pourraient être générés sur ces innovations. Et puis également, on a une gouvernance qui est beaucoup plus décentralisée, plus locale, et qui permet de mettre en action la société civile, la responsabilisation, activer aussi et activer la vitesse de réaction aussi, et améliorer la résilience ainsi de la société civile face aux aléas climatiques. Justement, Dorine, on a le sentiment que les collectivités ne prennent pas suffisamment en compte cette adaptation au changement climatique. Comment l'ADEME les accompagne ? Alors effectivement, l'adaptation au changement climatique, elle est de plus en plus prise en considération, mais c'est vrai, comme vous le dites, elle peine à venir. Alors pour ce faire, pour traiter cette question, et puis en fait, le rôle de l'ADEME, c'est de fournir des données, des études, et puis aussi d'accompagner concrètement sur le territoire via nos financements, mais aussi par un accompagnement technique les collectivités. Et donc, on a mis en place une méthodologie en partenariat avec le CEREMA, qui s'intitule TACT, qui est l'acronyme pour Trajectoire d'adaptation au changement climatique des territoires. Et globalement, cette méthodologie, elle vise à accompagner les collectivités dans leur stratégie de planification à se doter d'outils pour s'adapter et pour prévoir en fait les mesures d'adaptation au changement climatique. Pour la définir très, très succinctement, elle se structure, cette méthodologie, en 3 parties. Une partie qui est sur les diagnostics des impacts qui pourraient affecter le territoire, avec des impacts qu'on va avoir, des impacts observés via une collecte de données issues de bases de données actuelles telles que Météo France, le BRGM, etc. Et puis également une mesure des impacts futurs à date, en fonction des données dont on dispose, via par exemple des stress tests qui pourraient affecter donc, les infrastructures par exemple. À la suite de quoi, ensuite, on amène la collectivité à faire une sorte de brainstorming des solutions qui pourraient être envisagées à mettre en adéquation avec l'ensemble de ces impacts localisés. Et puis également d'apprécier, d'estimer les contraintes budgétaires, politiques qui pourraient être à mettre en adéquation. Et puis en fonction de cette hiérarchisation, on va dire, des solutions, on amène la collectivité à définir son plan d'action. Un plan d'action qui, en 3e partie, fera l'objet d'une méthode d'évaluation également. Évaluation à date pour voir dans quelle mesure cette stratégie elle permet de répondre à la question de l'adaptation, mais aussi une stratégie d'évaluation qui pourra apprécier et remettre en considération cette stratégie dans le temps au regard des données effectives de, par exemple, la hausse des températures ou des aléas climatiques que l'on va voir évoluer dans le temps. Et puis, en fonction également, par exemple, de l'évolution du consentement à payer des usagers pour la réparation d'une infrastructure qui est impactée par des aléas climatiques, par exemple, et puis les contraintes politiques et budgétaires du territoire. Et oui, tout ça va arriver. Karim, merci Dorine. Karim Touati, alors le ferroviaire, on ne parle que de vous, c'est l'un des pivots de la planification écologique pour la mobilité. Que manque-t-il ? Plus de trains, plus de rails, plus d'argent, plus d'énergie ? Écoutez, bonjour à tous. D'abord, merci de m'avoir invité à ce colloque. Et donc, je voulais vous remercier donc, pour cette invitation. J'avais également un slide à faire passer avant de répondre à votre question, Nathalie. Et donc, c'est moi qui ai la manette. Next, c'est ça ? Voilà. Donc, ce que je voulais dire en préambule, c'est que le mode de transport ferroviaire, c'est un mode de transport collectif
Et c'est un mode qui effectivement s'inscrit dans le volet des solutions, dans les volets des leviers pour la planification écologique, puisque effectivement ce mode de transport, il a un certain nombre d'avantages, je dirais natifs, qui font qu'effectivement il est naturellement dans le sens de la planification écologique, dans le sens de la préservation de l'environnement et dans le sens du développement durable. Et donc ça, pour plusieurs raisons, qu'on a essayé de résumer assez brièvement donc sur ce support-là, ça consomme des fois, c'est un mode de transport qui consomme beaucoup moins d'énergie à volume de transport équivalent, 6 fois moins d'énergie, puisqu'effectivement, on est sur un frottement acier-acier, la roue sur le rail, et que ça nécessite beaucoup moins d'énergie pour transporter des volumes importants. C'est effectivement le monde des transports, on l'a vu, est un monde qui émet de manière très importante une trentaine de pourcents d'émissions. Et par contre, le ferroviaire est un mode qui émet très peu. Il est très faiblement contributeur aux émissions, puisqu'on voit qu'on est à moins de 2% des émissions de carbone sur l'ensemble des émissions de carbone du transport. C'est aussi un mode qui est frugal en espace. Bon, ça on le sait un peu moins, mais c'est important de se le dire, et notamment quand on est dans des dynamiques de zéro artificialisation nette des sols, ça peut être un facteur intéressant. Donc c'est frugal en espace, c'est peu bruyant, et enfin il faut aussi se le rappeler, parce que pour nous c'est un enjeu, je dirais, c'est notre enjeu fondamental, c'est d'assurer la sécurité de tout, je dirais, toutes les personnes que l'on transporte, de toutes les marchandises que l'on transporte. Et donc, c'est un mode qui est sûr, puisqu'on est effectivement, avec l'avion, je dirais, parmi les modes de transport les plus sûrs. Voilà. Et donc, une fois qu'on a dit que le ferroviaire était enfin, en tout cas, c'est ce que nous portons dans le volet des solutions en termes de planification écologique, et quelque part, l'ambition, c'est de rendre, je dirais, le mode ferroviaire plus attractif, voilà, plus accessible. Et donc, c'est un peu pour ça qu'effectivement, vous m'avez demandé de parler de CERN, et je parlais de CERN. Alors, j'ai le privilège de parler dans quasiment la dernière table ronde, donc beaucoup de choses ont été dites, ce qui va me permettre, j'espère, d'être plus concis et de peut-être regagner un peu de temps sur le planning. Donc, les services express régionaux métropolitains, tout d'abord, il faut que je dise que c'est une idée qui a été portée par SNCF Réseau. On avait rendu un rapport en 2020, entre avril et octobre 2020, dans une période où on se déplaçait pas beaucoup, mais néanmoins, c'est donc quelque part, j'ai envie de dire, ça fait partie des propositions que SNCF Réseau a fait en matière de développement de l'attractivité du mode ferroviaire. Et donc, ces deux volets, les services express régionaux métropolitains, c'est d'abord effectivement de faire un service qui soit ambitieux et attractif. Et c'est pour ça qu'on a regardé quels étaient les différents paramètres sont susceptibles d'améliorer l'attractivité de ce mode de transport collectif. Et ça a permis de décrire un petit peu ce que nous, on imaginait comme étant les paramètres d'attractivité du mode ferroviaire. Donc, bon, on peut les rappeler rapidement. L'idée, c'est effectivement, tout d'abord, d'avoir, je dirais, travaillé sur l'amplitude du service. Donc déjà, l'idée, c'est d'allonger les périodes d'ouverture du service, au-delà de ce qu'elles le sont déjà. Il y a aussi des questions de fréquence. On sait qu'il faut une certaine répétabilité de l'offre de transport pour qu'effectivement on ait de moins en moins besoin de regarder les horaires pour prendre un train. Et donc c'est l'idée de travailler sur les fréquences, d'avoir des fréquences qui soient, je dirais, plus élevées que celles qu'on peut offrir aujourd'hui sur certaines parties du réseau. Que ces fréquences elles soient régulièrement, je dirais, reproduites tout au long de la journée, éviter des périodes avec très peu ou pas de train, avec bien évidemment malgré tout le maintien d'heures de pointe, puisqu'on sait quand même que même si il y a des travaux qui sont faits pour demander effectivement aux acteurs économiques dont nous faisons partie d'étaler éventuellement les heures de prise et de fin de service, on sait malgré tout qu'il y aura des périodes de pointe où il faudra un peu plus de trains, mais l'idée c'est qu'on évite des phénomènes de creux qui permettent d'avoir une offre qui soit lisible tout au long de la journée. Et enfin, également, c'est aussi, je dirais, des infrastructures qui permettent effectivement de gérer une desserte suffisamment fine des territoires, d'où une politique, je dirais, de points d'arrêt plutôt rapprochée en zone dense, et donc au cœur des métropoles, et plutôt, je dirais, plus espacée en périphérie des métropoles. Donc ça, c'était le volet service ambitieux et attractif, mais on parle bien de service, et donc il y a aussi une ambition d'intégration du mode ferroviaire dans le système de transport métropolitain. Et donc, c'est le volet, effectivement, qui a été pas mal évoqué aujourd'hui, c'est-à-dire le volet de
l'intermodalité, de la fluidité de la mobilité, de son point de départ à son point d'arrivée, donc notamment de là où on vit à là où on travaille. Et c'est pour ça qu'effectivement, c'est un travail qu'on doit faire collectivement avec tous les acteurs de la mobilité pour pouvoir réunir autour des points d'arrêt du ferroviaire, faire de véritables pôles d'échange multimodaux, comme Claude Fauché l'a évoqué, où on pourrait effectivement avoir toute l'offre de transport disponible de manière à faire, de manière la plus fluide possible, le premier et le dernier kilomètre, avec effectivement une offre de mode doux, une bonne interconnexion avec tout le système de transport métropolitain. Voilà. Et donc, c'est un peu ça dont nous, à SNCF Réseau, on est, je dirais, les promoteurs avec l'ensemble des acteurs de la mobilité. Et effectivement, il y a eu hier une commission mixte paritaire qui a permis d'aboutir à un accord entre sénateurs et députés, et qui est le gage effectivement d'une loi qui a été déposée par Jean-Max Soudéry, qui devrait effectivement pouvoir voir le jour sur ces services express région métropolitains. Voilà. Deuxième volet de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a vu que le ferroviaire était plutôt un mode respectueux de l'environnement, plutôt un levier de la planification écologique. Voilà. Mais une fois qu'on s'est dit ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des voyageurs qui empruntent le train voyagent dans un train électrique. C'est bien, mais ce n'est pas 100%. Et donc, l'idée, c'est effectivement de continuer à travailler, je dirais, le caractère respectueux de l'environnement, le caractère levier de la planification écologique du mode ferroviaire, et de continuer à travailler à la décarbonation de ce mode. Et donc, ce travail-là, on le fait, je dirais, sous le pilotage, l'accompagnement des acteurs autorités de transport, et notamment sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comme sur 4 autres régions, je dirais bien sous l'impulsion du Conseil régional. On travaille effectivement à l'électrification du transport, là où effectivement les lignes ne sont pas électrifiées. Et notre idée, c'est aussi de le faire de manière frugale, puisqu'on l'a vu, effectivement, le ferroviaire est un mode de transport qui s'inscrit dans le temps long, c'est un fait. Aujourd'hui, on roule sur des infrastructures ferroviaires qui ont été construites au siècle précédent, voire au siècle précédent du précédent. Alors, dans des conditions plus ou moins bonnes. Mais malgré tout, c'est bien un signe que le ferroviaire, c'est durable. Je pense que durable, ça sonne avec planification écologique. En même temps, on sait faire des choses qui sont sur des horizons qui peuvent être plus resserrés. Typiquement, là où on peut parfois faire du service express régional métropolitain sans faire des infrastructures nouvelles, ne serait-ce qu'en ayant des démarches, par exemple, de mieux ranger les trains. Parce qu'on sait qu'en régulant la vitesse des trains et en cadençant effectivement la circulation des trains, on peut, par des solutions d'exploitation, déjà faire des améliorations significatives d'offres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans le cadre de l'ouverture du marché à la concurrence pour répondre à la demande de la région, qui était de doubler les trains entre Marseille et Nice, et de faire un quasi-doublement des trains autour de l'étoile ferroviaire de Nice. Voilà. Et donc, le choix qui est fait à ce stade pour dire j'essaie de poursuivre une étape de décarbonation de la mobilité ferroviaire qui est déjà largement décarbonée, on mise sur l'électrique et on mise effectivement sur la batterie. Pourquoi on mise là-dessus ? Parce qu'en fait, on veut, pour accompagner les autorités de transport, faire des choses qui soient frugales. Électrifier toutes les lignes qui ne le sont pas aujourd'hui représenterait des coûts d'investissement très élevés, probablement hors de portée, avec des modèles économiques qui seraient difficilement soutenables. Donc l'idée, c'est effectivement de faire de l'électrique de manière frugale, soit en électrifiant le mobile, et ça, c'est un travail qui est conduit d'arrache-pied par les autorités organisatrices de transport, les transporteurs et les constructeurs de matériel roulant, et puis éventuellement, parce que tout ne peut pas se faire toujours en autonomie, et puis à un moment, les batteries, il faut les recharger. Nous, l'idée, c'est d'accompagner le déploiement de trains à batterie en regardant au plus juste besoin quels sont les compléments d'infrastructures qu'il faudrait faire, soit pour mettre des recharges en station, parce qu'il faudra quand même le prévoir, soit éventuellement pour électrifier, là où ça serait vraiment nécessaire, partiellement des lignes qui permettraient effectivement d'accueillir des trains électriques dans cette volonté de décarboner les transports.
Vous avez essentiellement parlé de la mobilité du quotidien, du transport des voyageurs. Quel est le besoin en termes d'infrastructures ferroviaires pour développer le fret? C'est une question aussi que je pose à Rémi Costantino, puisque le port gère les voies ferrées à l'intérieur des deux bassins. Et bien donc, on va pouvoir faire une réponse à deux voix. Bon, ça a été pas mal dit dans toute la matinée. Donc, effectivement, il y a une volonté très forte là, du groupe SNCF de développer le report modal et de développer, je dirais, le transport ferroviaire de marchandises. Il y a un plan stratégique au sein du groupe SNCF qui s'appelle x2, qui consiste à dire qu'il faudra essayer de doubler les volumes transportés par le ferroviaire dans un horizon 2030-2040. Et ce plan x2 se traduit également par un plan x3 sur le combiné, sur le conteneur, parce qu'on c'était, jusqu'à une crise économique énergétique récente, le principal, enfin l'un des domaines les plus dynamiques dans le transport de marchandises. Et donc, pour pouvoir effectivement accompagner ce développement, je dirais, du transport de marchandises par voie ferroviaire, on a besoin effectivement d'infrastructures qui soient performantes, et notamment ça commence, je dirais, dans les infrastructures terminales qui permettent effectivement d'assurer le changement de mode. Et donc il y a pour le coup des projets qui sont conduits par à la fois les collectivités et puis par, je dirais, des industriels pour développer ou agrandir des plateformes de transport combiné. On peut citer la plateforme TOP qui a été déjà évoquée dans la matinée. Il faut également des infrastructures qui permettent de produire ces trains de fret dans des conditions efficaces. On a parlé du triage de Miramas, et c'est vrai qu'effectivement, accompagné par la région, par la métropole, par le département, par l'État, on aura investi, je dirais, d'ici à la fin 2024, une vingtaine de millions d'euros dans la régénération de ces installations, et on espère que c'est qu'une première tranche. Donc, moderniser ces installations utiles à la production des trains de marchandises. Et ensuite, effectivement, il y a fournir de la capacité en ligne des sillons pour permettre aux trains de circuler. Et aujourd'hui, il y a quand même bon nombre d'axes du réseau qui sont loin d'être saturés. Il y a encore de la place sur le réseau pour faire circuler des trains de fret. Et on pourra en trouver encore plus, comme je le disais, en ayant des approches d'ordonnancement, d'un meilleur ordonnancement des circulations. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, il y a ce qu'on appelle des plateformes infrastructures et services, sous le patronage de l'État, qui ont pour but de structurer les plans de transport à des horizons de 5 et 10 ans, et dans lesquels, qu'on appelle plans d'exploitation de référence et plans d'exploitation émergents, et dans lesquels, moyennant effectivement des règles de circulation et de régulation et de domestication d'un certain nombre de sillons, on arrive à dégager de la capacité supplémentaire. Nonobstant tout ce que je viens de vous dire, il y aura effectivement besoin d'investissements complémentaires. On a parlé des gabarits. C'est en effet une vraie limite à la massification des transports qui est, je dirais, le domaine de pertinence du ferroviaire. Et là, pour le coup, c'est vrai, certains de nos ouvrages ont été construits, comme je le disais, eux surtout, au début du XXe siècle, parfois à la fin du XIXe, et aujourd'hui, les trains ont des gabarits qui sont... On voudrait avoir des gabarits sur nos trains qui sont accompagnés avec ce type d'ouvrage. Là, ce sont des travaux parfois lourds. Néanmoins, il y a des premières tranches de travaux qui sont enclenchées dans le cadre des projets qu'on porte avec les collectivités, avec la région, avec l'État dans le cadre du CPER, qui sont destinés à permettre effectivement d'améliorer, d'avoir une première tranche d'amélioration de l'acceptation de trains de marchandises sur le réseau. On peut parler du projet de raccordement de Mourpiane pour les bassins est de Marseille. Il y a également des projets pour travailler à dégager un meilleur gabarit dans les tunnels qui sont sur l'itinéraire des voies littorales. Peut-être que le port évoquera. Et on pourrait effectivement, dans un horizon... Et pour donner un dernier exemple, il y a un projet, un grand projet sur la région, un grand projet qui s'appelle Ligne Provence-Côte d'Azur, qui est financé par plus d'une douzaine de collectivités. Ce projet-là, effectivement, c'est un projet dont l'objectif est effectivement de travailler à la désaturation des principaux nœuds ferroviaires de la région, à créer, à rendre possible, parce qu'en fait, ce que nous, on fait, c'est qu'on rend possible un service express régional métropolitain autour de Toulon, autour de Nice, autour de Marseille. Mais dans ce projet-là, on y a intégré aussi des investissements utiles et nécessaires au maintien, voire au développement du trafic ferroviaire, notamment sur l'axe Marseille-Vintimille.
Rémi, quels sont les investissements ferroviaires sur le port? Alors sur le port, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Sur le port, on travaille sur la partie terminale, sur le réseau ferré portuaire, en partenariat d'ailleurs étroit avec le réseau ferré national et SNCF Réseau, puisqu'on a des longueurs assez courtes et puis il faut traiter les interfaces, c'est souvent le problème. Et puis on a aussi un effet d'incitation sur nos clients, sur les installations terminales, pour qu'ils investissent, notamment sur les terminaux, qui sont nos concessionnaires, pour qu'ils investissent sur la partie terminale de l'installation. Donc à Fos, on est plutôt sur des travaux d'amélioration de bout de ligne, d'électrification parfois, de rénovation. Alors le réseau date du siècle dernier sur le port, pas le siècle d'avant, mais il est vieillissant, il n'a pas forcément été entretenu parce que le besoin n'était pas là. Sur Marseille, ça a été évoqué, il y a quand même un grand projet qui est en cours et dont beaucoup de partenaires publics suivent le développement, c'est la reconstitution des modalités, des fonctionnalités ferroviaires du Canet, avec la fermeture qui interviendra dans quelques mois. Il va falloir accueillir des trains dans le port, donc le port investit sur son domaine et SNCF Réseau investit sur la connexion avec le réseau ferré national pour améliorer la performance globale de tout ça, avec le soutien des collectivités et de l'État. Aujourd'hui, pour donner un chiffre, on est très loin d'Hambourg. On essaye de garder un taux de report massifié à 20% sur les deux bassins, avec une prépondérance très nette du ferroviaire. Alors, au global, 20%, c'est bien pour le port de Marseille, puisque c'est un doublement depuis 5 ans quand même. Mais et en France, comparativement, c'est plutôt un bon score. Effectivement, à l'échelle européenne, d'autres ports, y compris certains qui bénéficient fortement de la voie d'eau, font des bien meilleurs scores que nous. Mais l'ambition du port est de doubler ce taux à l'horizon de 2050. Ça a été dit, ça ne sera pas facile, avec un échelon intermédiaire de 35% en 2040. Pourquoi le port est très impliqué sur cette logique de massification et du report modal? La première raison, c'est évidemment qu'on participe aux stratégies nationales et locales en matière de décarbonation des mobilités de marchandises. La deuxième, c'est que c'est un facteur de compétitivité, ça a été dit par le représentant de Deutsche Bahn. Il y a des lignes aujourd'hui qui ne touchent pas le port de Marseille parce qu'il n'y a pas d'autoroute ferroviaire à Marseille. Donc les conteneurs, ils les amènent dans des ports où on peut les mettre tout de suite sur des trains. Ça fait partie des stratégies tout à fait louables et qu'il faut qu'on soit capable d'accompagner. Et puis c'est un sujet de désaturation. On a 2 bassins. Il y en a un qui est en cœur de ville, je ne fais pas de dessin, et le deuxième qui est situé assez loin de la ville, qui a un énorme potentiel de développement, mais par lequel on entre par un rond-point. À Fos-sur-Mer. Le chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille qui s'appelle la Fossette, cette aiguille. Et voilà, favoriser la massification et le report modal, ça veut dire mettre moins de camions sur les routes, ça veut dire améliorer les conditions pour tout le monde, pour les entreprises, pour les industriels qui veulent faire arriver leurs salariés et pour les riverains. Donc c'est un projet collectif à Fos qui nous occupe pas mal. On sera ce soir en concertation sur le projet carbone. Sur le projet H2V, on a fini la concertation du projet carbone. Vous alliez me reprendre. C'est la préoccupation centrale exprimée par le public dans le cadre de cette concertation préalable, améliorer les mobilités d'accès. Donc pour ça, on va dire qu'il y a les investissements, je ne reviens pas, mais quand même dire un mot sur l'axe Mers, même si Madame Coas l'a déjà évoqué. On est plus sur la couche coordination, service, avec 2 leviers actuels qui se développent sur cet axe Méditerranée-Ronson. D'abord, un schéma directeur foncier pour identifier tout le long de l'axe des fonciers disponibles qui permettraient d'améliorer l'intermodalité, de faire de la logistique le long de l'axe à Boracay et de l'industrie Boracay. C'est un objectif évident. Et le deuxième levier, c'est CI5, donc l'extension du logiciel de suivi des marchandises, qui doit permettre, en effet collatéral bénéfique, le dédouanement en cours de navigation sur le Rhône, et non plus comme aujourd'hui au passage du port de Marseille ou des ports maritimes, et donc améliorer la fluidité.
Cet axe MERS, c'est un projet présidentiel. Le port est fortement impliqué aux côtés de ses homologues des autres territoires, de VNF, des régions, des CCI et de la Compagnie nationale du Rhône. Et c'est un maillon aussi, bien sûr, du RTET, du réseau de transeuropéen de transport, dont c'est d'ailleurs un double maillon à la fois du réseau Méditerranée et du réseau Nord-Sud. Et donc le grand port maritime est investi, j'allais dire, presque de nouvelles fonctions, hein, puisque vous êtes en train de devenir aussi producteur d'énergie. Alors justement, pour un port traditionnellement pétrolier, comment vous accompagnez justement la transformation de ces nouvelles mobilités? Vous avez parlé de H2V qui a des grands projets sur Fos. Alors on a été le 3e port pétrolier mondial à une époque. Je ne pense pas qu'il faille en avoir honte. Ça n'est plus, bien entendu, une revendication forte d'avoir des vracs liquides. On a encore beaucoup de vracs liquides, hein, à Fos-sur-Mer et à Martigues. Néanmoins, c'est un véritable atout pour le territoire. C'est un actif stratégique. On a parlé de marchandises à l'instant. C'est un petit peu pareil sur les énergies. On peut alors, soit utiliser le mot anglais de hub ou celui de plateforme, que moi j'aime bien, mais c'est un petit peu un point commun. Il y a la dimension géographique. Il y a la dimension infrastructure, donc les liens physiques, et puis il y a une question d'organisation autour de ces sujets-là. On voit arriver les nouvelles énergies, et grâce à ces infrastructures préexistantes, à ces savoir-faire, à ces réseaux de sous-traitance qui existent sur la plateforme industrielle au portuaire de Fos et de l'Avera, on est capable d'apporter des réponses pour avoir un avantage compétitif sur ces nouvelles énergies. Alors, je vais prendre l'exemple d'un hub qui est déjà actif. Ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas la meilleure solution pour décarboner, mais ça apporte un certain nombre d'autres réponses. C'est le GNL. On a 2 terminaux méthaniers à Fos et à Fos, les méthaniers. Et donc il y a un effet boule de neige, c'est-à-dire qu'on a 2 terminaux méthaniers. Ça a permis de mettre en place un système d'avitaillement des navires au GNL. C'est Total Energy qui s'est impliqué là-dessus, le Gas Vitality. On peut avitailler des navires au GNL à Marseille et à Fos. Et donc, ça a été un facteur, bon, d'abord différenciant pour les escales des navires au GNL. Il n'y en a pas énormément dans le monde, de ports qui sont capables d'avitailler. Il y a de plus en plus de navires qui viennent s'avitailler. Et les navires viennent s'avitailler parce qu'on a un grand donneur d'ordre local, CMA-CGM, mondial, bien que local, qui a décidé de s'équiper, de doubler sa flotte. Donc, à peu près aujourd'hui 20 navires au GNL, il va passer à 40, et qui donc est capable de s'avitailler dans 3 ports dans le monde. Pour vous donner l'idée, hein, c'est Singapour, Rotterdam et Fos-sur-Mer, quoi. Donc, à un moment donné, évidemment, ça place les choses à leur échelle. Et du coup, on a doublé en une année nos escales au GNL. Et cette dynamique se continue. Et on voit bien qu'il y a une interaction très forte entre la dimension industrielle et la dimension portuaire pour la décarbonation des modes de transport. J'enchaîne directement sur les autres modes, même si je serai moins complet et précis que la personne de Berenou. On a l'hydrogène qui arrive, c'est clair. Vous avez parlé du projet H2V, production de dihydrogène. Le dihydrogène n'est pas encore aujourd'hui un carburant opérationnel dans la navigation en tout cas. Néanmoins, c'est un précurseur, le dihydrogène nucléaire français est un précurseur des biocarburants, des e-carburants plus précisément. Et là encore, on commence à avoir des réalisations avec la conversion de la raffinerie La Mède par Total Energy, qui devient une unité de production d'hydrogène décarboné, là pour le coup entièrement décarboné puisque c'est du bio-CO2 qui est produit. On a une première station de distribution d'hydrogène poids lourd à Fos-sur-Mer, développée par Air Liquide, qui s'appelle YAMED, qui permet donc de répondre à cette conversion progressive de la mobilité routière. Et puis on est aussi, là encore, un peu dans une situation de hub, avec une dimension géographique, puisque le projet Barmar, le câble, enfin la conduite... Barcelone-Marseille. Barcelone-Marseille, Allemagne, et avant Barcelone, probablement une partie de l'Afrique, pour apporter ou exporter, mais pour l'instant c'est importer, du dihydrogène sur le continent européen. Recherche des sites d'atterrage, et donc notre situation géographique est favorable pour accueillir ce site d'atterrage à Fos-sur-Mer. Tout ça connecté à un réseau local. Voilà, on a parlé d'un seul acteur qui fait du dihydrogène et des biocarburants H2V. Aujourd'hui, mis à part Carbone que j'ai cité, les principaux acteurs industriels qui s'implantent ont quelque chose à voir avec l'hydrogène.
Gravity qui va faire du fer réduit à l'hydrogène, qui ferait, puisque la concertation n'a pas eu lieu, il faut que je parle au conditionnel. Néocarb, Élise Néocarb, Élise Énergie, qui ferait là aussi des biocarburants pour l'aviation et pour la navigation à partir de CO2 fatal et de dihydrogène. Et on a aussi, bien sûr, les acteurs déjà présents, les sidérurgistes qui voient arriver, j'ai parlé de Gravity, mais ArcelorMittal, qui, parmi ces étapes de décarbonation, va avoir besoin de dihydrogène bas carbone. Et puis le raffinage et la pétrochimie, qui là aussi étudient et sont en train de préparer la conversion de leur stratégie pour se décarboner avec de l'hydrogène. On n'a pas du tout parlé d'aérien depuis ce matin, mais Marseille-Fos va bientôt se mettre en position d'alimenter aussi l'aéronautique, hein, c'est ça Alors là, on est aussi dans la logique de circuit court. On voit bien l'effet port vers navigation, donneur d'ordre maritime, armateur, qui gravitent dans un écosystème qui les incite à faire des choix stratégiques. Là, on a une logique de circuit court avec la plateforme aéroportuaire de Fos-sur-Mer, de Marignane, pardon, tout est à Fos-sur-Mer chez moi, de Marignane, et effectivement, parmi il va y avoir de la production de SAF, développement, voilà, hein, c'est ça de SAF, de fuel de synthèse pour l'aviation, pour l'aéronautique, à partir de CO2 fatal et de dihydrogène, c'est la base. Mais c'est pas pour tout de suite encore. Ça commence à être un des débouchés assez sérieusement étudiés par plusieurs entreprises sur la zone. Merci. On continue ce tour de table avec Jean-Éric Perruchon. Est-ce qu'à la DIRMED, la planification écologique vous pousse à revoir votre stratégie d'exploitant du réseau routier national ? Quelle belle question. Bonjour à tous et à tous. Moi, ce que je peux dire, je vais essayer d'apporter le témoignage effectivement de la DIRMED, c'est que quand je regarde tout ce qui a été fait ces dernières années au sein de notre service, la transition écologique, elle fait partie intégrante de notre façon de moderniser et d'entretenir notre réseau routier. Beaucoup de choses restent à faire, mais déjà, bon nombre de choses sont faites et je vais y venir. Sur l'aspect modernisation du réseau routier, je vais rebondir sur ce qui a été dit dans l'atelier précédent par M. Fauché, en évoquant notamment le programme d'aménagement de voies réservées pour les transports collectifs, en collaboration avec la région, la métropole et le département des Bouches-du-Rhône. Ça a été un travail en commun sur les autoroutes de l'agglomération d'Aix-Marseille. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ce programme est en cours d'achèvement. Voilà, puisqu'on a mis en service près de 30 km de voies réservées sur ces autoroutes-là, alors principalement sur le corridor Aix-Marseille. D'autres sont en cours, notamment sur le corridor Aubagne-Marseille en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon technicien des VRTC, donc uniquement au usage et au bénéfice des transports en commun. Ce sont des voies qui ont été aménagées, ça a été dit, sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc du coup, peu d'impact effectivement sur les voies de section courante. Ce qu'on peut dire au regard des premiers bilans qui ont été faits, c'est que les résultats sont probants en termes de temps de parcours pour les transports collectifs, gain de temps de parcours, mais aussi fiabilité de temps de parcours. Au regard de la sécurité routière, ça c'était quelque chose qu'on voulait aussi regarder finement, parce que ces VRTC gardent la fonction bande d'arrêt d'urgence. Donc ça prouve que les chauffeurs de bus sont parfaitement aguerris à pouvoir conduire les bus sur ce type de voie. Et nous, en tant que gestionnaire, ce qu'on voulait voir aussi, c'est si ça avait des impacts sur notre façon d'entretenir et d'exploiter. En fait, il y a peu d'impact. Donc c'est un succès. Alors les bilans dont je parle ont été faits à la mise en service ou à 6 mois. Là, on a lancé des évaluations sur des itinéraires, sur le corridor notamment Aix-Marseille, puisque effectivement, au fur et à mesure, les sections se sont aménagées. On a maintenant une relative continuité d'itinéraire en termes de voies réservées. Donc on aura les résultats en février. On les communiquera et ça nous permet d'avoir des indicateurs un peu plus macro. Ce que ça prouve surtout, c'est qu'il est possible d'adapter finalement et de transformer nos infras. On
On a un gros réseau structurant, maillé, et donc il y a matière à faire là-dessus. Ça, c'est un point important. Par contre, il reste beaucoup de choses à faire, et ça a été notamment évoqué par M. Fauché, notamment en matière de covoiturage. On a mis en place cette année un baromètre de l'autosolisme. Voilà, c'est une démarche nationale, chaque métropole l'en fait, donc on l'a fait sur Marseille au niveau des pénétrantes de l'agglomération, et les résultats sont pas bons. Donc on a un taux de 95% d'autosolistes. Voilà, en moyenne, sur chacune des pénétrantes, il n'y en a pas une qui rattrape l'autre, grosso modo. Ce qui fait qu'on est à 10 points de plus par rapport au taux des autres, en moyenne, au taux des autres agglomérations. Donc là, il y a un champ formidable à investiguer là-dessus. Alors, il y a des études qui ont déjà été menées sur le covoiturage. Personnellement, j'en ai déjà mené dans le cadre de la concertation citoyenne pour le climat. Et c'est effectivement problématique puisque ça a été dit, on prend une voie existante, donc on crée beaucoup d'impact en matière de circulation. Donc je pense qu'il faut effectivement changer l'approche, et je voulais évoquer la démarche qui est en cours et qui relève d'un protocole expérimental État-région qui a été passé cette année pour la mobilité décarbonée. On va copiloter avec la région des études d'opportunité de nouvelles voies réservées. Alors ça concerne l'agglomération de Marseille, mais aussi Toulon et Nice. Moi, je parle effectivement plus sur le réseau qui me concerne de l'agglomération de Marseille. Et puis ce qui va être intéressant, c'est d'avoir une approche commune d'un point de vue de l'infra, ça on sait un peu faire, mais aussi d'un point de vue de l'autorité organisatrice des transports. On va regarder, on veut mettre en place une VR de plus, dans le jargon de technicien c'est comme ça que ça s'appelle. Quelles sont effectivement les contraintes et les effets néfastes ou qui grèvent la mise en place de ces voies réservées, et comment on peut résorber d'un point de vue par exemple de transfert modal. Voilà. Ça va nous permettre aussi, région et État, de combiner l'ensemble des données que l'on a pu recueillir au regard des précédentes études. Et l'idée, c'est notamment sur l'aspect covoiturage, c'est de mettre en place des lignes régulières de covoiturage sur la métropole. Petite chose aussi, alors ça c'est vraiment pas à l'échelle, mais je profite de l'occasion pour l'évoquer. On va mettre en service en février et mars une première petite ligne de covoiturage. Alors c'est vraiment petite ligne, c'est à titre expérimental. C'était dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat sur l'A502, en arrivée des zones industrielles des Palus au niveau d'Aubagne. Mais là, on va utiliser une VRTC qui est déjà en service uniquement pour les bus, et on va la migrer en VR2+. Ça va nous permettre notamment de tester un radar pédagogique qui va essayer d'accompagner la mise en place. On n'a pas du tout parlé, c'est vrai, de la pédagogie. Mais... Voilà, effectivement, il y a un gros effort de communication derrière à faire. Donc, on est en train, avec la région, l'appui de la région, de regarder quelle stratégie et plan de communication mettre en place sur cette petite VR2+. L'idée, effectivement, c'est que les usagers commencent à se familiariser avec la signalisation. La signalisation d'une VR2+, c'est une MAC, là, c'est le losange, déjà, d'expliquer pourquoi on fait la chose, de voir un peu en termes de technicité, de logistique, d'éprouver les capacités de radar à améliorer des taux d'occupation, radar pédagogique, mais l'absence d'un contrôle sanction automatisé, c'est un vrai frein à la mise en place aujourd'hui de ces VR2+. Je sais qu'il y a des actions d'expérimentation qui sont en cours au sein du ministère, mais bon voilà, je profite effectivement de communiquer tout ça à l'occasion de ce colloque. Merci à vous quatre. On peut les applaudir. Ainsi s'achève notre table ronde, la dernière de cette matinée. Je vous prie de bien vouloir regagner la salle. Et avant de clore de cette matinée, j'invite Antoine Thomas à me rejoindre à la tribune. Antoine Thomas travaille au sein du cabinet EcoCO2 et il est chargé de mission au programme EVE, Engagement volontaire pour l'environnement, en région Provence-Alpes-Corse, ou ici, c'est vraiment comme vous le voulez.